Vous regardez Al-24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, au détroit d'Ormuz, Téhéran menace de bloquer l'un des couloirs maritimes les plus stratégiques du monde. L'Iran interdira le passage à tout navire dont le pays propriétaire accepte des indemnisations américaines prélevées sur ses fonds bloqués. Première historique pour l'Algérie indépendante. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi la présidente de l'Assemblée populaire nationale, Madame Khalida Boufedesh, fraîchement élue. À 97 ans, elle est naturalisée algérienne. Nous reviendrons dans ce journal sur le parcours hors norme de Hélène Mortefi née Klein, figure emblématique de la solidarité internationale avec la révolution algérienne. Et enfin, Gaza toujours à feu et à sang, le bilan du génocide sioniste atteint ce mercredi les 73 335 martyrs, alors que l'ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme face aux violences des colons sionistes à l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle flambée de tension donc au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a menacé ce mercredi de frapper la montagne de la Pioche en Iran. Ce complexe nucléaire souterrain ultra fortifié situé près de Natanz est soupçonné par le renseignement américain, je cite, d'abriter des centrifugeuses de pointe. Face à l'argument de Washington, Téhéran dément toute activité militaire et met en garde contre une escalade régionale majeure. Le bras de fer maritime entre Téhéran et Washington se poursuit. L'Iran menace de bloquer le détroit d'Ormuz. Le commandement militaire suprême iranien, le quartier général central Khatam al-Anbiya, a annoncé qu'il interdira le transit à tout navire dont le pays ou l'entreprise accepterait des dédommagements financiers issus des avoirs iraniens gelés. Une réplique directe aux déclarations du président américain Donald Trump qui ambitionne, lui, d'utiliser ces fonds pour indemniser des navires endommagés dans le Golfe. Vive contestation à Washington, la visite de Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche sous le feu des critiques. De nombreux manifestants menés notamment par des militants juifs ont protesté mardi pour dénoncer la venue du chef du gouvernement d'occupation sioniste, auteur d'un génocide toujours actif dans la bande de Gaza et de l'instrumentalisation de leur identité. À leurs mains, des pancartes sur lesquelles étaient inscrits des slogans tels que Colons, colons, rentrez chez vous, libérez la Palestine ou encore stop au nettoyage ethnique. On écoute ces témoignages. Il prétend que tous les juifs soutiennent son mouvement, ses actions et ses crimes. Il instrumentalise notre religion et notre identité pour justifier tous ces actes criminels. Nous disons non à tout cela, à tout ce qui représente Israël. Ce génocide à Gaza, ces meurtres en Cisjordanie, cette occupation de la Palestine qui dure depuis 78 ans. Tout cela est absurde et criminel. Et c'est à cause de lui que la guerre illégale a commencé contre ma patrie, l'Iran, qui est elle aussi bombardée. À chaque fois qu'il vient en visite, notre peuple et notre pays sont à nouveau bombardés. Nous sommes ici pour faire entendre notre voix et lui faire comprendre que nous ne voulons pas de lui ici. Il n'est pas le bienvenu. Nous savons que c'est un criminel de guerre. Nous voulons que les bombes cessent de tomber sur notre peuple. Je pense que tout être humain devrait avoir une motivation personnelle, car lorsqu'on voit un criminel de guerre qui a massacré des milliers et des milliers d'enfants, de femmes, d'hommes, sans distinction, des civils, on le voit tous les jours sur nos téléphones, le moins qu'on puisse faire pour eux et leurs proches disparus, c'est de venir manifester et de dire au peuple, à Trump, à Netanyahou, que nous ne les voulons pas ici.
Et cette information qui dit que l'Iran devrait recevoir d'ici quelques semaines une première livraison de 400 lanceurs de missiles de défense aérienne portables de fabrication chinoise. C'est ce que prétend l'agence de presse Reuters. Cet achat d'une valeur de 60 à 70 millions de dollars est l'un des plus importants efforts connus de Téhéran pour renforcer sa défense aérienne à courte portée depuis le début de la guerre dans la région. À noter que le contrat porte sur l'achat de 300 à 400 systèmes de défense aérienne portables, dont des missiles QW-12 et FN-16, toujours selon l'agence Reuters. La Chine a néanmoins apporté un démenti officiel aux allégations de médias affirmant qu'elle n'arme pas l'Iran. Justement, de son côté, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré ce mercredi qu'il suivait de près l'évolution de la situation en mer Rouge, ajoutant que la souveraineté et la sécurité des pays de la région devaient être respectées et que la sécurité et la liberté de navigation sur les routes maritimes internationales devaient être maintenues conjointement. La Chine suit de près l'évolution de la situation en mer Rouge et estime que la souveraineté et la sécurité de tous les pays de la région doivent être respectées et que la sécurité et la liberté de navigation internationale doivent être garanties conjointement. Nous exhortons toutes les parties concernées à poursuivre le règlement des conflits et des différends par le dialogue et la consultation et à œuvrer pour une désescalade de la situation en mer Rouge. Sans transition, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce mercredi un appel téléphonique du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui lui a exprimé ses condoléances et sa solidarité en son nom personnel et au nom de l'Égypte, peuple, gouvernement et institutions. Et ce suite aux incendies qu'a connus l'Algérie durant ce mois de juillet et qui ont fait des victimes. Un communiqué de la présidence de la République indique par ailleurs que les deux dirigeants ont passé en revue les excellentes relations bilatérales entre l'Algérie et l'Égypte et ont également abordé la situation en Palestine, au Moyen-Orient, dans le Golfe et dans le monde arabe, exprimant la nécessité d'œuvrer pour permettre une solution pacifique à tous les conflits et tensions dans la région. Cette occasion a également été l'opportunité d'aborder la situation en Libye. Les deux présidents ont également convenu d'une rencontre prochaine, selon la même source. Et puis on en parlait tout à l'heure en titre de cette première historique pour l'Algérie indépendante. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce mercredi la présidente de l'Assemblée populaire nationale, Khalida Boufedesh, fraîchement élue. L'audience s'est déroulée en présence de Moustapha Saïdj, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques. تشرفت اليوم بأنني حظيت باستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. J'ai été honoré aujourd'hui d'avoir été reçu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui m'a félicité de mon élection à la tête de l'Assemblée populaire nationale en ma qualité de première femme à occuper ce poste dans l'histoire de l'Algérie indépendante. J'ai aussi eu la chance de m'imprégner de ces directives concernant cette étape à venir et ce qu'elle exige en termes d'efforts consentis et d'efforts renforcés et complémentaires entre les différentes institutions de l'État mises au service du citoyen. Je saisis aussi l'occasion pour renouveler l'engagement de l'Assemblée populaire nationale à poursuivre le travail avec le sens des responsabilités et l'entente dans le but d'atteindre nos objectifs définis par le président de la République dans sa vision et son optique de l'Algérie nouvelle et triomphante. La présidente de l'Assemblée nationale populaire algérienne, Khalida Boufedesh, a par ailleurs réaffirmé son engagement à travailler avec tous les parlementaires sans exception dans un esprit de responsabilité, de concertation et de partenariat afin de servir l'Algérie et de répondre aux aspirations de ses citoyens. Je considère que cette confiance constitue un devoir national et une lourde responsabilité constitutionnelle qui nous oblige tous à œuvrer dans un esprit d'équipe
à nous appuyer sur les valeurs du dialogue et du respect mutuel et à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. L'Assemblée populaire nationale, tout en étant un espace de débat et d'échange, est également l'institution constitutionnelle où s'exprime la volonté populaire à travers l'élaboration des lois, le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. Dans cette perspective, notre responsabilité commune consiste à améliorer les performances parlementaires et à renforcer la qualité de la législation afin qu'elle accompagne les transformations que connaît notre pays et contribue à la réalisation des objectifs du développement global. La période actuelle appelle à consolider un dialogue constructif, à respecter le pluralisme et à bâtir un consensus autour des grandes questions nationales de manière à renforcer la confiance dans cette prestigieuse institution constitutionnelle. بما يعزز الثقة في هذه المؤسسة الدستورية الموقرة. لقد شرفتموني برئاسة هذه المؤسسة الدستورية العريقة. Vous m'avez fait l'honneur de me confier la présidence de cette prestigieuse institution constitutionnelle, présidée pour la première fois de l'histoire de l'Algérie par une femme. Il s'agit d'un moment historique dans le parcours de notre pays qui reflète l'ampleur des transformations que connaît l'Algérie et traduit la volonté politique de faire de la consolidation de l'état de droit et des institutions ainsi que du renforcement de la participation de toutes les compétences nationales un choix constant dans l'Algérie nouvelle. La précieuse confiance que vous m'avez accordée ne constitue pas seulement un honneur personnel, elle représente également un hommage et une consécration rendue à la femme algérienne. Cet acquis est le fruit d'un parcours national qui a fait de la valorisation du rôle de la femme et du renforcement de sa présence au sein des institutions constitutionnelle une vision éclairée, inscrite dans un projet global visant à poursuivre l'édification d'une Algérie forte, moderne, juste et démocratique, fondée sur la compétence et l'équité. Après près d'un siècle de vie, elle devient enfin algérienne. On vous propose de revenir sur l'histoire hors du commun d'Elaine Mortefi, née Elaine Klein. À 97 ans, sa naturalisation par décret présidentiel vient couronner le combat de toute une vie. Cette militante anticoloniale américaine est devenue au fil des décennies une figure emblématique de la solidarité internationale avec la révolution algérienne. Portrait signé Safwan Messabri. Après avoir longtemps été algérienne de cœur, elle est désormais officiellement algérienne. Elaine Mortefi est naturalisée algérienne par décret présidentiel à 98 ans. Elaine Klein, de son nom de naissance, est née le 10 décembre 1928 à New York. Au sein d'une famille juive prolétaire, elle connaît très jeune la lutte des classes et les causes des damnés de la terre. Durant les années 60, alors que l'effervescence révolutionnaire anticoloniale est à son comble, elle quitte son Amérique natale pour sillonner l'Europe et l'Afrique, un périple militant qui l'amènera inévitablement à Alger, alors surnommée Mecque des révolutionnaires. Elle trouve en Alger la ville qui sera la caisse de résonance de toutes les causes justes, là où les opprimés ont droit de citer. 12 ans durant, elle vivra à Alger, qui est alors un carrefour pour les mouvements antiracistes, antifascistes, anticoloniaux, guérilleros, vietnamiens et palestiniens, pour ne citer que la militante de la première heure qu'elle est, 600 à la maison. Elaine Mortefi a honoré durant toute sa vie l'Algérie sous colonisation, puis l'Algérie indépendante. C'est au tour de l'Algérie d'honorer un fidèle soutien, dont le militantisme a traversé les décennies sans perdre son éclat. À 98 ans, sa naturalisation vient couronner une vie de combat, l'apothéose d'une cause qui épouse sa défenseuse, et vice-versa. Renforcement de la coopération sécuritaire entre l'Algérie et la Tunisie. La wilaya de Annaba accueille actuellement un contingent d'officiers de la protection civile tunisienne composé de lieutenants pour un stage pratique sur le terrain. Cette immersion s'inscrit dans le cadre des accords de jumelage entre les écoles nationales des deux pays visant à harmoniser les techniques d'intervention et de gestion des risques majeurs.
Conflit au Soudan, l'insécurité croissante et les violences intercommunautaires dans la région du Darfour ont forcé plus de 20 000 personnes à fuir leur foyer ces dernières semaines. C'est ce qu'ont averti les Nations Unies, tandis que de graves pénuries de financement menacent la réponse humanitaire. Le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré aux journalistes lors d'un point de presse mardi que les populations nouvellement déplacées au Darfour ont un besoin urgent d'aide à la survie de base, alors que les conditions de sécurité dans la région continue de se dégrader. Justement, au moins 23 enfants ont été tués, 25 autres ont été blessés dans le nord du Kordofan à l'ouest du Soudan depuis l'intensification des combats autour de la ville d'El Obeid au cours des 2 derniers mois. Selon l'UNICEF, au moins 4 enfants ont récemment été tués dans la région de Barbour, au sud de la ville d'El Obeid, portant à au moins 8 le nombre d'enfants tués ou blessés au cours du mois en cours. L'organisation a également signalé qu'au moins 330 enfants ont été tués ou blessés durant les 6 premiers mois de l'année en cours. Crise sanitaire, la République démocratique du Congo a enregistré 3360 cas confirmés du virus Ebola, dont 1487 décès. Et ce selon un dernier bilan publié ce mercredi par les autorités sanitaires du pays. Les données font également état de 597 guérisons et de 733 patients actuellement placés en isolement. À noter que la province de l'Ituri, dans l'est du pays, demeure le principal foyer de l'épidémie, concentrant près de 89% des cas confirmés. La plus haute instance judiciaire de la République démocratique du Congo a annoncé mardi à la télévision nationale qu'elle jugeait conforme à la Constitution une proposition de loi référendaire qui pourrait permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat. Au pouvoir depuis 2019, le président en exercice arrivera au terme de son second mandat en fin 2028. Toujours en Afrique, la Cour constitutionnelle a proclamé mardi Carlos Villanova président de Sao Tomé et Principe, confirmant sa réélection dès le premier tour de l'élection présidentielle dans ce petit État insulaire d'Afrique centrale. Villanova a remporté le scrutin avec 55,88% des suffrages. Et zoom à présent, mesdames et messieurs, sur le génocide sioniste toujours en cours à Gaza. La liste des victimes ne cesse de s'allonger jour après jour. Alors que les raids d'agression sionistes se poursuivent sur l'ensemble de la bande, le bilan s'est une nouvelle fois alourdi ce mercredi, atteignant les 73 335 martyrs et 174 052 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 2 martyrs ainsi que 29 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de l'enclave au cours des dernières 24 heures. Et des Palestiniens se sont précipités ce mercredi pour inspecter les dégâts causés par une nouvelle attaque sioniste à Deir el-Balah. Un immeuble entier a été réduit en poussière et les habitants sur place, épuisés et dépités, ne savent plus où aller pour être en sécurité. Nous ne constatons aucun cessez-le-feu. Face à ce spectacle, à cette destruction généralisée, il n'y a pas de cessez-le-feu. Je ne vois aucun cessez-le-feu. À chaque minute, il y a des bombardements. À chaque minute, il y a des attaques. À chaque minute, des gens sont tués et deviennent des martyrs. Ils nous ont détruits. Nous sommes anéantis. Où allons-nous dormir? Par Dieu, nous n'avons plus aucune force. Dieu merci quand même. La maison de mes parents a disparu. Celle de mon frère a disparu. Celle de ma sœur a disparu. Nous n'avons plus de maison. Où fuir? On nous bombarde sans cesse. Chaque endroit à Gaza est dangereux. Ils nous ont ordonné de quitter l'est de Gaza, alors nous sommes venus à l'ouest. Mais nous avons été bombardés là aussi. Nous ne savons plus où aller. En Cisjordanie occupée, 15 Palestiniens ont été arrêtés ce mercredi par les forces de l'occupation sioniste. Selon le bureau d'information des prisonniers palestiniens, les 15 arrestations ont eu lieu principalement dans les gouvernorats de Tulkarm, de Naplouse, de Jenin et de Ramallah. À noter que le nombre de Palestiniens détenus dans les prisons de l'occupation sioniste a dépassé les 9500, dont 99 femmes, 42 journalistes et plus de 360 enfants.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a justement condamné fermement les dernières attaques menées par des colons sionistes contre des communautés palestiniennes en Cisjordanie occupée. Par la voix de son porte-parole, l'ONU dénonce notamment le vandalisme de biens privés et l'incendie criminel de 2 mosquées. Dans le reste de l'actualité internationale, séisme meurtrier au Japon. Les secouristes étaient mercredi matin à la recherche de personnes potentiellement piégées sous les décombres d'un centre commercial dans le sud-ouest du pays. Le bilan de cette secousse de magnitude 7,1 qui a frappé mardi le département de Kumamoto sur l'île de Kyushu s'élève désormais à 13 morts confirmés et une confirmation faite par la première ministre Sanae Takaichi. Et puis la Chine a officiellement condamné la décision des États-Unis de bannir les importations de nouveaux robots humanoïdes et quadrupèdes, qualifiant cette mesure de répression abusive sous couvert de sécurité nationale. La décision américaine annoncée par le régulateur des télécommunications cible les appareils robotiques avancés ainsi que les onduleurs connectés d'origine étrangère. La Chine s'est toujours opposée avec fermeté à la pratique américaine consistant à élargir la notion de sécurité nationale pour réprimer les entreprises chinoises. De telles mesures protectionnistes ne renforceront pas la compétitivité des États-Unis. Au contraire, elles nuisent aux intérêts des entreprises et des consommateurs américains. La Chine continuera de prendre les mesures nécessaires pour défendre résolument les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises. Conflit russo-ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé à Washington que la défense contre les missiles balistiques constitue la priorité absolue de l'Ukraine. Lors de réunions cruciales au Capitole et à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump et des sénateurs, Zelensky a exposé le besoin critique du pays en systèmes antibalistiques et en missiles intercepteurs PAC-3. Eh bien, tout d'abord, nous sommes très reconnaissants envers les sénateurs et pour cette discussion. Cette discussion a porté sur des idées pour aider l'Ukraine et nous sommes reconnaissants que ce projet de loi soit si important. La pression exercée sur la Russie par des sanctions est cruciale et cela porte ses fruits. Il ne s'agit pas seulement d'argent, de savoir comment la Russie va cesser de financer cette guerre, mais c'est aussi un signal fort pour l'Europe, un signal fort pour l'Ukraine, un soutien important à notre peuple. Je suis donc très reconnaissant que Dieu nous bénisse et que nous obtenions un résultat positif. Nous parlons de missiles et nous en avons justement parlé aux sénateurs. L'Ukraine est donc capable de produire tout ce qui peut détruire des missiles iraniens aux drones russes. Nous avons plus d'intercepteurs de drones que de systèmes électroniques. Le vrai problème, ce sont les systèmes et missiles antibalistiques. J'ai bien sûr fait part de nos besoins au président aujourd'hui et nous le remercions pour cette rencontre. Je les ai maintenant partagés avec les sénateurs. Nous allons donc essayer de gérer la situation. C'est un défi de taille. Le dossier chypriote de retour sur la table des Nations Unies. 9 ans après l'échec retentissant des négociations de Crans-Montana en 2017, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tente une relance diplomatique de la dernière chance. Objectif, réunir à nouveau les dirigeants chypriotes, grecs et turcs, ainsi que les puissances garantes pour sortir l'île de plus de 50 ans de division. Et voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.